À la fois profond et accessible à tous. Il est avocat, inscrit au barreau de Dakar depuis 1992. Vous êtes aussi auteur de La Persévérante, un roman, et des poèmes Florilège Souvenirs. La Rivale, il s'agit d'un roman. Exploration, il s'agit d'un recueil de poèmes. Le Taximan, nouvelle, et Kumbakassel de Gorée, un roman. Je parle en public, et aussi un de vos livres, Je parle en public avec aisance. C'est un essai qui est aussi paru chez Harmattan du Sénégal, maître. Absolument, c'est tout à fait exact. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur la description que vous venez de faire et qui se trouve sur la 4e de couverture. Les tracas d'une interpellation, c'est votre dernier roman, maître Serigne Amadou Mbengue. En tant qu'avocat, peut-être que vous avez eu des expériences, mais je vais vous laisser vous expliquer quelles sont les raisons qui vous ont poussé d'ailleurs à écrire un tel roman. Vous avez raison, il s'agit de la toute dernière production. Le livre s'intitule Les tracas d'une interpellation. C'est un roman qui s'adosse sur des considérations d'ordre juridique. Le prétexte pour écrire ce roman, c'est l'article 5 du règlement numéro 5 de l'UMOA, règlement relatif à l'harmonisation des règles qui régissent la profession d'avocat dans l'espace UMOA. Parce qu'il y a donc cette disposition qui stipule que dès la première interpellation, les avocats assistent leurs clients. Donc c'est une disposition communautaire et une disposition donc qu'il a fallu rendre applicable au Sénégal. L'application de cette disposition n'est pas allée sans difficulté. L'acclimatation a posé beaucoup de problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de résistance au niveau des commissariats de police, au niveau des gendarmeries. À telles enseignes que, en son temps, à la veille d'une rentrée solennelle de cours et tribunaux, l'alors ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a cru devoir adresser une circulaire au commissariat de police et gendarmerie afin que cette disposition-là soit observée. Mais même, n'est-ce pas, après cette injonction du ministre, les choses n'ont pas été aussi faciles qu'on l'espérait. Les résistances se sont poursuivies parce que l'interprétation du texte n'était pas évidente. Dans notre droit interne, il n'y avait pas une disposition qui donc permettait cela, cette présence. Et il a fallu effectivement modifier l'article 55 du Code de procédure pénale afin que cette disposition puisse recevoir application. Donc il a fallu combiner donc l'article 5 du règlement et l'article 55 du Code de procédure pénale. Parce que c'est important à préciser. Dans ce texte, l'officier de police, il est obligé d'informer le mis en cause de son droit de prendre un avocat. Et cette formalité-là, il l'inscrit sur son procès-verbal. Et enfin, il va attirer l'attention du mis en cause sur le fait qu'il a le droit de s'entretenir avec son conseil. Un entretien d'au moins une trentaine de minutes. Un entretien qui se fait dans la plus stricte confidentialité. Voilà quelque peu donc, en résumé, sur quoi gravite cet ouvrage-là. Donc ça a été le prétexte pour écrire ce roman. Dans ce roman également, on parle des différentes étapes de la procédure pénale. Le roman également nous met dans l'ambiance du prétoire. C'est un roman qui aussi, comme vous le constaterez, si le débat nous le permet, nous allons nous appesantir sur cela, qui évoque beaucoup de thèmes sur lesquels nous allons revenir certainement. Donc vous êtes appesantis sur beaucoup de termes judiciaires, beaucoup d'expériences judiciaires, et vous allez nous en édifier davantage au cours de cette émission. Et donc, maître, pouvez-vous nous faire le résumé de ce livre? C'est assez simple. Il s'agit d'un jeune garçon, un étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui participe à une marche non autorisée. Voilà la raison pour laquelle ce garçon a fait l'objet d'une interpellation au niveau du commissariat de police du Point E. Dès qu'il a été informé de
cette nouvelle. Son père va quitter Kaolack, sa ville natale, son paradis natal du Saloum, pour venir à Dakar, se rendre chez un professeur de droit pénal, un de ses parents, qui s'appelle Bachir Fall, et qui est par ailleurs un professeur de droit pénal. C'est ce professeur-là qui va lui trouver effectivement un avocat de ses amis. Mais le livre donc fait une large part d'un entretien poignant entre, d'une part, ce père complètement paniqué, révulsé, dévasté, et le professeur de droit qui a mis un point d'honneur à le rassurer, n'est-ce pas? Qu'en dépit de cette interpellation, il y a des voies que nous allons suivre pour tirer ce fils, ce neveu, de ce mauvais pas. Ce qui frappe, c'est que donc le livre commence par un assez long entretien, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Ça, c'est fait de manière délibérée. Nous sommes dans un roman. Généralement, les romans, vous le savez, commencent par des descriptions, des narrations. Oui. Il n'est pas courant de voir un roman s'ouvrir par un entretien. Tout à fait. Dans un roman, vous le savez, la première page, ou en tout cas les premières lignes, s'appelle l'incipit. L'incipit est extrêmement important. La fin d'un roman s'appelle l'excipit. Parce que c'est ça qui vous pousse à lire, n'est-ce pas? Le roman commence donc par un entretien entre le père de Pape Magaye Dieng, Mor Dieng, et le professeur Bachir Fall. Et c'est un entretien empreint d'une certaine naïveté. Pourquoi? Parce que je me suis inspiré sur un texte. Un texte qu'on nous avait en son temps proposé en travaux dirigés, qui s'appelait Le Huron au Palais Royal. Naïve réflexion autour du recours pour excès de pouvoir. Il s'agissait d'un entretien entre un professeur de droit public, Jean Rivero, et un profane du droit, un Huron, qui était venu à Paris pour s'enquérir du contentieux administratif, c'est-à-dire du recours pour excès de pouvoir, pour voir l'application que les juges français faisaient justement du recours pour excès de pouvoir. Donc c'était un entretien assez naïf entre un profane, quelqu'un qui ne s'y connaît vraiment pas, et un professeur qui se mettait à lui rappeler les principes. Et c'est ça justement qui nous a inspiré et qui nous a valu justement l'entretien qu'au début du roman vous avez remarqué. D'accord. Quels sont les motifs qui sont à la base de l'interpellation de Pape Magaye? C'est l'élève qui a été interpellé. Le motif invoqué dans ce livre, c'est la participation à une marche non autorisée. Des politiciens avaient entrepris d'effectuer une marche. Une marche qui devait prendre pour point de départ l'université de Dakar. C'était une marche autorisée ou interdite? La marche n'était pas autorisée. D'accord. C'est ça qui justement qui est reproché à Pape Magaye. Maintenant, je ne vais pas déflorer la lecture du livre, je ne vais pas divulgacher la lecture du livre. La lecture du livre permettra de savoir est-ce qu'il avait l'intention de marcher ou non, parce que l'intention aussi, ce qu'on appelle l'élément moral en droit, est extrêmement l'élément moral est extrêmement important dans la constitution d'une infraction, ça fait partie des éléments constitutifs. Donc ça, c'est la lecture du roman qui va permettre de le savoir. Mais ce qu'on a reproché à Pape Magaye, c'est d'avoir participé à une marche non autorisée. Je vous laisse ça, je laisse ça. Toujours un suspense quand vous expliquez. Voilà. C'est normal parce que vous êtes l'auteur, les lecteurs et les téléspectateurs et un peu de... Maintenant, il faudra lire le livre pour voir est-ce que Pape Magaye avait, oui ou non, l'intention de marcher. De marcher, tout à fait. Voilà. En tant que juriste avocat, vous avez évoqué l'application de l'article 5 du règlement numéro 5 de l'UMOA qui a été, est-ce qu'elle a été facile au Sénégal?
Oui, je vous ai déjà dit que ça n'a pas été facile. Ouais. Je viens de préciser qu'il y a eu beaucoup de résistance. Bien d'individus ont été arrêtés et parfois interrogés sans la présence d'un conseil. Vous savez, dans l'ancien système, c'était pendant la période de la garde à vue. La garde à vue dure 48 heures. C'est durant la deuxième période que l'avocat pouvait se présenter, n'est-ce pas, et intervenir plutôt, mais sur autorisation de l'officier de police judiciaire. Maintenant, c'est différent. L'avocat assiste, se présente, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour une garantie des droits de la défense, pour éviter certains abus de la police, que cette disposition a été justement mise en place. D'accord. Aïssatou, vous avez entendu Maître Meng parler donc d'une marche qui n'a pas été autorisée et qu'un élève a été interpellé. Donc les gens doivent donc attendre qu'on autorise une marche pour qu'ils puissent participer, n'est-ce pas? Comment vous trouvez ça? Bon, moi en tant qu'artiste, ce que j'ai vu, je suis toujours sur le côté plastique, parce que son livre est un cri qu'il lance, un cri d'alarme, comme quoi que n'importe quelle personne ne doit pas faire ce que l'on interdit. Quand il y a des interdictions, on doit respecter cela. Donc, son livre, si je l'illustrais, j'allais faire quelqu'un qui donne un cri d'alarme pour ne pas... Une interdiction, quoi, en tout cas. C'est une interdiction pour moi. C'est ça que j'ai retenu sur le livre, parce que je suis une plasticienne et je suis illustrateur. Donc, alors, c'est ça qui... Ça m'inspire, quoi, je veux dire. Parce que vu ce qu'il a lu tout à l'heure, ce qu'il nous a expliqué tout à l'heure, me donne vraiment beaucoup de choses sur mes inspirations pour illustrer son livre. Oui, tout à fait. Parce que j'ai bien compris, peut-être que je n'ai pas encore lu, mais j'ai bien compris ce qu'il veut dire. Vous avez décrypté son message, c'est ça? Si je peux ajouter quelque chose, il ne faudrait pas que nous nous focalisions sur le motif de l'arrestation. Parce que le livre s'intitule Les tracas d'une interpellation. Il y a beaucoup d'ennuis. On a surtout voulu montrer les conséquences, les incidences que cette interpellation a causé, n'est-ce pas? Surtout au niveau familial, etc. Surtout sur le côté familial. Quels sont ces ennuis, ces tracas que Pape Magueye a pu avoir après cette interpellation dans le livre? Oui, c'est-à-dire, vous avez pu constater que dès les premières heures de son arrestation, son père, toute affaire cessante, est venu à Dakar pour aller voir un parent qui se trouve être un professeur, pour essayer de tirer son fils de ce mauvais pas. Il y a un avocat qui s'appelle Paul Lombard qui disait que la détention préventive, c'est une machine à briser les hommes. Parce que, et puis il s'y ajoute que c'est quelque chose qui rejaillit souvent sur les parents. Elle n'affecte pas seulement la personne arrêtée, mais elle rejaillit, elle a des conséquences, des incidences sur ses parents aussi. Il en est de même de l'interpellation à la police. Tout à fait. Vous interpellez quelqu'un, finalement, c'est toute une famille que vous secouez. C'est un tourment familial, un séisme que ça crée au niveau familial. Tout à fait. Et ça, nous avons essayé de montrer cela au travers de ce livre. Et on a aussi mis en exergue cette solidarité agissante. Ce vieux qui quitte Kaolack, qui est complètement, qui ignore complètement les organes du droit, qui va voir un de ses parents qui l'accueille, qui habite à la rue, à Fan Résidence, rue Frobenius,
qui l'accueille en tant que parent et qui essaie de le calmer, qui lui trouve un avocat et qui, pendant toute la durée de l'épreuve judiciaire, va vivre avec ce parent-là ses tourments judiciaires. Je crois que ça, c'est quand même à exalter dans cet ouvrage-là, parce que c'est un exemple de compassion et de solidarité. Cette compassion qui n'existe pas toujours. En matière d'enquête préliminaire, maître, qu'y a-t-il de nouveau par rapport à ce qui se faisait auparavant? Oui, je vous l'ai dit, en son temps, l'avocat avait la possibilité de poser des questions. Durant la deuxième période de la garde à vue, le 24 heures. Mais aujourd'hui, donc, je vous ai déjà indiqué les moyens d'action qui s'offrent à l'avocat, qui peut s'entretenir avec son client pendant une trentaine de minutes. Un entretien qui se fait dans la confidentialité. L'avocat aussi peut consigner les observations qu'il estime utiles sur le procès verbal. Demain, très certainement, soulever des exceptions de nullité quant à la procédure. Donc ça, ce sont des moyens d'action qui sont offerts à l'avocat. Quel est le rôle de l'avocat face à son client qui est interpellé? Moralement, vous le soutenez, même si c'est à lui de vous parler de ce qu'il a fait, tout ça? Ou bien, comment ça se passe entre avocat et client? L'avocat, il assiste. Il assiste son client, il le défend. Il essaie de tirer d'affaire son client, de présenter sa cause sous son meilleur jour, mais sans jamais altérer la vérité, sans jamais farder la vérité. Un exemple, vous pouvez demander la clémence pour quelqu'un, pour que sa peine puisse être minorée, mais sans jamais dénaturer les faits, contrairement à ce que l'imagerie populaire pense. Voilà. Même si votre client avoue avoir tué quelqu'un, vous allez dire ça au parquet, comme il l'a dit, mais en essayant donc en essayant qu'il ait une clémence, ou bien? Oui. Quand un client avoue avoir commis un délit, une infraction, mais l'avocat est en quelque sorte prisonnier de ces déclarations-là. Vous ne pouvez plus vous extirper de ces déclarations pour dire autre chose, sauf à faire une plaidoirie de rupture, n'est-ce pas, qui n'épouserait pas les contours des déclarations de votre client. Mais en règle générale, ce que le client dit, ça, l'avocat est en quelque sorte prisonnier de cela, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'avocat, il plaide un dossier. Il y a un dossier qui est là, un procès verbal, par exemple, d'enquête préliminaire, un dossier d'instruction, des actes d'instruction, une ordonnance. L'avocat plaide par rapport à ces éléments. Mais il ne s'écarte jamais des faits, de la matérialité des faits. C'est sur cette base maintenant qu'il va axer sa plaidoirie. Parfois, il y a certains dossiers qui peuvent vous toucher sûrement, des dossiers qui peuvent vous affecter, ou bien parfois ça ne se passe pas ainsi. Affecter, c'est-à-dire... Non, psychologiquement, un client, vous avez de la peine parfois peut-être de la pitié envers un client qui se confie à vous. Bien entendu, quand vous plaidez pour quelqu'un, vous faites corps avec ce client. Vous essayez, vous épousez ça. Même s'il fait le plus grand délit. Oui, là, vous posez les cas de conscience de l'avocat. Il y a un auteur qui s'appelle Jacques Isorni qui a écrit sur cela, les cas de conscience de l'avocat, qui dit qu'il n'est pas rare, souvent, au cours d'une soirée mondaine, de voir une femme, après quelques instants, après quelques moments de conversation, se pencher sur un avocat et lui demander: Maître, comment pouvez-vous défendre cette personne? La réponse, c'est que toute personne a droit à la défense. Quel que soit le crime, quel que soit le délit, quelle que soit l'infraction, il ne faudrait pas fermer à cette porte, à cette personne, les portes
d'une défense. Tout individu, quels que soient les méfaits qu'il cause à la société, cet individu-là a droit à une défense. Parfois, certains disent que certains avocats disent des choses erronées sur leurs clients seulement pour qu'ils s'en sortent. Est-ce que ça s'est avéré? Revenez à ce que je veux vous dire. Il faut retenir ce qu'il faudrait retenir. C'est que l'avocat, en règle générale, il s'adosse, il s'appuie sur un dossier. Et qu'il ne s'écarte pas, ou en tout cas, il ne doit pas s'écarter de cette vérité-là, de la vérité des faits. Je pense que ça, c'est ce qu'on appelle, c'est quelque chose de constant. C'est une chose sur laquelle, en tout cas, on ne devrait pas justement avoir des dissensions. Voilà. Aïssatou, les avocats ont une tâche pas du tout facile face à leurs clients. Essayer de les défendre. Là. Comment vous trouvez ça? Bon, c'est un peu trop compliqué pour moi, mais parce que des fois, je me dis que peut-être les faits sont déjà connus, donc l'avocat ne peut pas changer comme il l'a dit pour dire autre chose. Donc il est toujours, il suit le client quoi, et les faits. Oui, parce que quand c'est déjà connu, on ne peut pas changer, on ne peut pas dire autrement. Donc pour moi, toujours l'avocat doit être quelqu'un qui tranche bien. Là, je voudrais ajouter une chose. Il y a ce que je viens de dire, des plaidoiries de connivence, comme le disait Jacques Vergès, des plaidoiries de rupture, n'est-ce pas? L'avocat est en règle générale tellement objectif que parfois le client peut s'engouffrer dans une issue vraiment maladroite. Et l'avocat le recadre, n'est-ce pas, en faisant une plaidoirie de rupture. Ok, d'accord. Parce que la thèse que le client sert, c'est une thèse qui ne peut pas prospérer. Donc l'avocat est obligé, n'est-ce pas, par rapport à des déclarations antérieures, de dire, de recadrer les choses. Voilà un prévenu qui avait reconnu les faits à la police et qui, au contact carcéral, avec les conseils de co-détenus, revient sur les faits. Et si l'avocat sait qu'il pourra convaincre personne, il est obligé de faire une plaidoirie de rupture. Voilà. Tout à fait. Ok, maître, comment faudrait-il entendre cette notion d'interpellation? L'interpellation consiste à poser des questions à quelqu'un, à un individu, au cours d'un contrôle de police, n'est-ce pas, ou dans le cadre d'une arrestation. Même ce contrôle de police-là peut déboucher sur une arrestation. Mais l'interpellation dont il est question dans ce livre, l'interpellation sur laquelle nous sommes justement appuyés pour parler de l'affaire Pape Magaye Dieng, c'est l'interpellation dont parlent les dispositions de l'article 5 du règlement numéro 5, n'est-ce pas, sur la présence de l'avocat à l'enquête préliminaire. Parce que l'article stipule que l'avocat, dès l'interpellation de son client, peut se présenter à la police, doit assister son client à la police, à la gendarmerie et au parquet. Donc je pense que c'est sur ces lieux-là que justement doit agir cette présence. Cette règle, est-ce qu'elle est toujours respectée par la police? Et y a-t-il des sanctions en cas de non-respect de cette texte? Bien entendu que l'application du texte n'a pas été chose facile. Ça a été très difficile. Et certains l'ont observé, d'autres non. Et c'est pourquoi aussi la justice a eu des positions différentes. Je peux vous donner des exemples. Souvent, quand l'article-là n'est pas respecté, que le client n'a pas été mis à même de communiquer avec son avocat, ou l'avocat ne s'est pas présenté,
Donc souvent, les avocats ont beau jeu de soulever des exceptions de nullité. Je peux vous donner 2 cas. Dans l'affaire Khalifa Sall, à la DIC, à la division des investigations criminelles, l'avocat n'a pas assisté son client. À l'audience, en première instance, les avocats ont soulevé la nullité du procès verbal. Mais le juge n'y a pas fait droit. Le juge a rejeté les exceptions. Le juge a refusé d'annuler le procès verbal. Vous voyez un peu. Il y a eu appel, cette décision a été confirmée, il y a eu pourvoi, le pourvoi n'a pas prospéré. Alors que dans l'affaire Thione Seck, le premier juge a annulé le procès verbal. Motif tiré de la violation de ce texte, l'article 5 du règlement. Il y a eu appel. Statuant sur l'appel, le juge d'appel, le juge du fond, a donc scindé les choses en disant que la partie du procès verbal relative aux déclarations, elle peut être annulée, mais la partie du procès verbal relative aux réquisitions, elle est valable. Au vu des déclarations, il se rend compte que vraiment il n'y a pas d'éléments suffisants. Ou bien en tout cas, l'accusation n'a pas prouvé l'infraction de délit. À partir de ce moment, soit il relaxe ou bien il relaxe purement et simplement, ou il relaxe au bénéfice du doute. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a un large pouvoir qui lui est dévolu. Parce que c'est lui, en définitive, qui apprécie. Mais s'il n'a pas tous ces éléments, qu'est-ce qu'il faut faire et que la partie civile n'est pas assez... Il en tire les conséquences. Soit il relaxe. Parce qu'il n'a pas d'éléments, il ne peut pas condamner. Il relaxe, soit purement et simplement, soit au bénéfice du doute. Parce qu'en règle générale, le juge, il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de ses fonctions. C'est extrêmement important. Et c'est dans ce sens qu'un auteur comme Lacordaire disait que entre le maître et le serviteur, entre le faible et le fort, entre le riche et le pauvre, c'est la loi qui libère. C'est la liberté qui opprime. La loi, c'est l'expression de la volonté générale. Le juge, il est tenu de se conformer à la loi. La loi est au-dessus du juge, n'est-ce pas? Il n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Ça, c'est extrêmement important. Le seul hic, maître, parfois il y a de longues détentions et parfois les personnes arrêtées ou emprisonnées, alors que ces personnes emprisonnées n'ont rien fait. Après, il y a des indemnités pour elles ou bien après ces longues détentions sans... C'est le principe. Parce que c'est des personnes qui, après avoir été détenues pendant longtemps, souffrent bien entendu d'une mauvaise administration de la justice. Et il faudrait ces personnes, dans certaines conditions, les indemniser. Et il y a une loi dans ce sens. Mais en général, c'est une procédure dans laquelle les personnes concernées s'engouffrent très rarement, n'est-ce pas? Tout à fait. Et tout cela, ça nous ramène un peu quand même à ce que disait Blaise Pascal, que la justice parfois, bon évidemment, doit reposer sur la force, mais cette force-là ne doit pas être arbitrairement utilisée. Pascal disait, dans son œuvre posthume qui a été publiée dans les années 1670, que la force a contredit la justice et a dit que c'est elle qui était juste. Ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fut fort, on a fait que ce qui est fort fut juste. Comment ça vous fait en tant que juriste quand on conteste l'indépendance de la justice sénégalaise? Vous pensez qu'il n'y a pas d'indépendance? Non, c'est pas moi qui le dis, mais il y a beaucoup de personnes qui le disent, qui disent que la justice n'est pas impartiale dans ce qu'elle fait. Quand on parle d'indépendance... Parce qu'il y a la mainmise du pouvoir
dedans. Voilà, sur ça, de l'exécutif dedans. Je voudrais revenir sur ça. Oui. Quand on parle d'indépendance, je pense qu'il faut faire le départ entre les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, je pense que c'est de cela que vous voulez parler, ils sont hiérarchiquement soumis à l'autorité du ministre de la Justice. D'accord. Vous comprenez? Ok. C'est différent des magistrats du siège. Du siège, d'accord. Mais les magistrats du siège, en principe, ils sont indépendants. D'accord. Mais on parle du fonctionnement, même de la décision, des décisions qui doivent venir du parquet. Quelle décision, par exemple? On parle de décisions arbitraires parfois. Les poursuites. Des poursuites arbitraires, oui, et autres. Oui, le parquet. C'est le maître des poursuites. Sous l'Ancien Régime, il y avait les parquets, les magistrats. Quand on parle de parquet, c'est par allusion à cet espace qu'occupaient en son temps les procureurs et les substituts dans l'Ancien Régime. Ils étaient, n'est-ce pas, dans un parc clos. C'est ce qui a donné naissance au nom parquet. Donc le parquet, il est là pour requérir l'application de la loi. C'est le maître des poursuites. Vous voyez. Donc il s'agit là d'armes très considérables mis entre qui placées entre ses mains. Vous voyez. Parce que c'est le maître des poursuites. Et donc, je pense que ce qui est important, c'est que les poursuites s'adossent sur le droit. C'est ça le plus important. Que ces poursuites ne soient pas arbitraires. Parce que nous sommes dans un état de droit. Un grand merci à vous, Maître Seigne Amadou Meng. Vous ne vous lassez pas d'écrire, ça prouve que l'écriture est votre passion. Merci beaucoup à vous donc. Merci encore une fois de nous avoir gratifié votre présence sur ce plateau de Cercle des Arts. C'est moi qui vous remercie, Ndeye Fatou, pour cette nouvelle invitation. Je suis toujours ravi de participer à de tels entretiens, surtout dans cette chaîne de télévision qui s'illustre par des émissions de qualité et des informations de qualité. Qui a fini par s'imposer sur le paysage, dans le paysage audiovisuel sénégalais. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et comme je vous l'annonçais également, il y a Aïssatou Dieng qui est sur ce plateau, qui est un des membres du collectif des plasticiennes. Oui, des artistes plasticiennes du Sénégal. Et secrétaire général. Aïssatou Dieng, vous êtes le secrétaire général donc, de ce collectif, les artistes plasticiennes du Sénégal. Vous avez organisé un vernissage, une exposition donc, que vous avez eu à reporter d'ailleurs. Voilà, vous êtes artiste plasticienne, vous êtes décoratrice et vous êtes aussi enseignante, formatrice à l'École des Arts. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cet événement? Bonsoir d'abord à tous. Vous savez, comme le Sénégal est un pays très culturel, donc nous nous sommes formés en association et qu'on a envisagé de faire des expositions pendant le 8 mars et dans des occasions comme la Biennale de Dakar et comme aussi des occasions de faire un salon pour mieux se montrer quoi, ce que l'on fait. D'accord. Vous êtes artiste plasticienne, donc les artistes plasticiennes, est-ce qu'elles sont très bien... Est-ce qu'elles sont bien représentées au Sénégal? Parce qu'on entend plus souvent parler d'artistes plasticiens, mais c'est rare d'entendre parler d'artistes plasticiennes. Vous êtes au total combien? Oui, Sénégal? Nous sommes une centaine. Une centaine, hein? Oui. Vous n'êtes pas nombreuses donc? Non, pas nombreuses. Bon, vu que je peux parler un peu de mon histoire parce que je suis une artiste, mais avant d'être artiste, mes parents voulaient que je fasse autre chose. Parce que l'art, on le voyait comme quelque chose, surtout l'art plastique, qui n'était pas un travail très... féminin. Oui, féminin et saine quoi, je veux dire. Oui, oui. Parce que
l'image que l'artiste auparavant montrait, c'était pas du tout ça. La nudité de la femme. Voilà. Donc, alors, moi et beaucoup de personnes ont eu tellement de problèmes pour rentrer à l'école des arts parce que il y avait des parents qui ne comprenaient pas ce que cela veut dire. Donc, il n'y avait que des hommes qui rentraient à l'école des arts. Mais ma génération, on était à 5 dans les années 88 et que maintenant, ça augmente vraiment parce que là, je suis à l'école des arts et je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui se débrouillent, qu'on donne l'autorisation d'aller faire l'école des arts. Et par rapport à ça, on n'a pas une centaine, ça peut être même plus de 1000 personnes. Mais l'association compte plus de 100 personnes. Et que c'est ça qui a fait que vraiment, il n'y a pas beaucoup d'entrées de femmes dans l'école des arts. Oui, parce qu'on n'avait pas d'autorisation et on ne le voyait pas comme un métier vraiment très féminin. En tout cas, vous faites un travail génial parce que vous avez eu à décorer le restaurant Sid Ahmed de Walfadjri et c'est une décoration, c'est une très belle décoration d'ailleurs. Voilà, comme elle vient de le dire, maître, Aïssatou dit qu'il y a peu d'artistes plasticiennes, certains avaient une mauvaise considération par rapport à ce métier. Vous avez raison. On sort difficilement au Sénégal des sentiers battus. Certaines conceptions, on l'a vu très très dure. Et ça nous ramène un peu à ce que disait Simone de Beauvoir, l'éternel féminin. On ne naît pas femme, on le devient. Je pense que le travail que vous faites aujourd'hui, c'est un travail qu'il faudrait encourager. Et je vous encourage à persévérer, donc à être plus déterminé. Parce qu'effectivement, l'art plastique est assez mal vu au Sénégal. Donc il faudra du temps pour que cela puisse s'incruster en s'imposant dans nos mentalités. Mais l'art, c'est sublime. L'art, c'est une œuvre de beauté. L'art, vraiment, c'est seuls des esprits supérieurs peuvent justement se faire une place dans le cadre artistique. Parce que les artistes, ils ont des visions nouvelles, toujours, ils ont des perceptions nouvelles. Les artistes, ils vivent de manière un peu détachée. Parfois même, on les prend pour des anticonformistes ou des gens, en tout cas, qui sont en déphasage avec la société. Quand on parle de femmes, il y a la coquetterie. Je pense que vous avez de l'imagination en créant vos œuvres également. Il y aura cette particularité sur vous, cette touche. Oui, quand on parle de touche féminine, il y a certaines personnes, quand on décore, on appelle les femmes. Parce qu'il y a la touche féminine. La touche féminine est toujours quelque chose qui sublime, qui donne un peu plus, un peu de sel, quoi, je veux dire. Parce que, bon, je n'ai rien contre vous les hommes, mais des fois, c'est un peu rigoureux, le décor. Quand tu le sens, quand tu rentres dans quelque part, tu sais que ça, c'est un travail d'homme. Parce qu'il n'y a rien de féminité, il n'y a rien de... vous avez raison. Quand vous faites quelque chose, vous n'y associez pas les femmes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est clair. Vraiment. Oui, c'est ce qu'on a vu. Même, ce sont les femmes qui font l'histoire. C'est ça. Même quand on parle de la ville nouvelle et qu'on n'associe pas les professionnels, ça ne marche pas. Parce que quand on verse du sable sur le sol et on met des coquillages, tôt ou tard ça rentre dedans. Mais eux, ils ne savent pas comment faire. Pourquoi ne pas interpeller les professionnels qui savent comment intégrer ces choses-là. On regarde sur le net a tout gâté. Nous, on a appris. Ce qu'on a appris, on était dans le département comment dirais-je, de l'environnement, à l'École nationale des arts. Et aussi, j'ai fait le cabinet Boudiaby. Maintenant, j'ai ouvert mon propre cabinet de décoration. Alors, et quand on voit des choses dans les rues,
ce qui manque, c'est l'entretien, c'est la pause, c'est tout quoi. On n'a pas le cœur pour vraiment. À l'ouvrage. Vraiment, c'est ça quoi. Mais il faut, c'est un cri que je lance aussi, comme je suis là, d'intégrer les professionnels qui savent faire. Mais quand on laisse, par exemple, comme mes parents, un jardinier, aller venir poser son pot de fleurs, appelle aussi un autre qui fait, un maçon qui fait du carrelage, il faut venir carreler son espace alors. Et qu'on n'appelle pas quelqu'un de profession pour qu'il te fasse un plan d'aménagement de ce que vous voulez, pour qu'il puisse avoir un aperçu de ce qu'il veut. Alors, ça n'aboutit à rien. Tout à fait. Donc, alors, le but, c'est de montrer ce que l'on fait et aussi montrer le pouvoir, le savoir-faire de la femme. C'est ça qui a amené ce salon-là. Parce qu'on avait fait un pré-salon il y a 4 mois de cela. Tout à fait. Oui, et on a fait une sélection avec notre commissaire Ousseynou Wade. On a fait une sélection, une très belle sélection pour l'exposition le 7. Et on doit faire le vernissage, comment dirais-je, le lundi, Inch'Allah, le 7 à 17h. Mais nous avons beaucoup de difficultés. Les difficultés sont qu'il manque je dis pas de considération, parce que quand on ne connaît pas, on ne sait pas. On est alphabète de la culture. On ne peut pas être alphabète de la culture et respecter la culture. Tout à fait. Il faut s'y connaître d'abord. Mais quand on connaît la culture, et on sait que ce que la culture peut amener dans ce pays, vraiment, il faut vraiment entretenir cette chose, cette culture. Parce que je suis allée une fois en Chypre, et quand je suis rentrée dans un restaurant, tout le monde m'applaudissait. La Sénégalaise, elle est là, la Sénégalaise, elle est là. Voilà, je vous le jure. Et on me disait que les autres disaient Sadio Mané et applaudissaient. Alors, dans ce moment, moi je regardais même pas le foot, je connaissais même pas qui c'est Sadio Mané. Voilà, je connaissais même pas. Alors j'ai dit à une de mes amies, mais j'ai pas compris en anglais, qu'est-ce qu'ils disent. Ils me disent que, parce que eux ils parlent turc. Ils me disaient que ils ont des fans de Sadio Mané et ils aiment les Sénégalais. Quand un Sénégalais rentre, il applaudit. Donc, vous savez, ce que le sport ou la culture peuvent amener, parce que ces gens-là n'avaient même pas la considération oui, en Afrique ou quelque chose comme ça, qui n'étaient même pas venus en Afrique, et que quelqu'un part chez eux, et ça leur donne une autre, comment dirais-je, revivre la vie. Ça leur motive. Oui, revivre une vie normale. Vraiment, c'est autre chose pour moi. J'étais très contente, j'étais très émue. Et depuis lors, je suis le football parce que je ne savais même pas qui c'est Sadio Mané. Voilà. Moi, c'est mon art qui m'intéresse. Alors, je suis toujours dans mes œuvres comme Adama, Tchané, entre autres. Nous sommes tout le temps dans nos œuvres. On travaille. Il n'y a pas de samedi ni dimanche. On travaille tous les jours. Ça ne peut pas empêcher d'être femme parce que nous sommes mères, nous sommes femmes, nous travaillons chez nous, faisons tout ce que la femme fait dans son foyer et nous travaillons aussi à l'atelier ainsi qu'à l'école. Donc, moi je suis vraiment... En tout cas, vous méritez d'être accompagnée, Aïssatou Dieng. Nous aurons l'occasion donc de faire un tour dans vos galeries, dans les différentes galeries des artistes plasticiennes, parce qu'il faut qu'on vous accompagne également. Oui, l'accompagnement c'est très simple. C'est la publicité, on peut dire. Parce que quand on fait connaître la population, ce que cela veut dire là, c'est fini. Parce que quand on parle d'artistes chez nous, c'est la musique ou la danse. Oui, c'est ça. Mais l'art plastique est toujours à la rade. Tout à fait. Parce qu'il y a des méconnaissants. Oui. Mais quand on publie, qu'on fait des émissions souvent sur nous, alors
nos parents seront fiers, qui étaient vraiment opposés de ne pas aller à l'école. Tout à Parce fait. que quels sont les débouchés de l'école? Quand tu sors, tu fais ton propre business. Bien sûr. Ouais. Quand on n'est pas embauché à aller faire l'enseignement, on est dans nos propres choses. Ouais, tout à fait. Vraiment. En tout cas, un grand merci à vous, Aïssatou Dia. Un grand merci également à Domou Boye, à tout votre collectif. Un grand merci à vous. Oui, merci. On vous remercie, madame. Et si je peux rajouter aussi une chose, que le ministère de la Culture nous donne des subventions qu'on distribue aux artistes. Comme par exemple le matériel. Parce que d'entre nous, il y a certaines qui n'ont pas assez de débouchés. Ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de formation. Alors, on va vers le ministère de la Culture. Et on attend toujours son aide aussi. Jusqu'à présent? Oui, on attend. Non, on a reçu l'année dernière. Vous avez reçu mais on attend encore. Vous n'avez pas encore reçu cette année? Ouais. Vous attendez? Oui, vraiment, on a reçu au nom de la directrice des arts. Et vous attendez là?